On va parler du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, un mec pas comme les autres, humble, discret, mais avec une force intérieure qui déplace des montagnes. Alors, attachez vos ceintures, prenez un truc à grignoter, et restez jusqu'au bout, parce que cette vidéo, elle va vous scotcher. Si vous aimez, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. C'est parti pour l'aventure. Le soleil venait juste de pointer le bout de son nez au-dessus de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Il était à peine 5h30, l'air était glacial, mordant les joues des rares voyageurs matinaux. À l'intérieur du terminal, près de la porte 37, c'était presque trop calme, le bruit des chariots à bagages résonnait doucement, les annonces au micro étaient rares, et une odeur de café flottait dans l'air. Parmi cette foule anonyme, un homme attendait tranquillement, assis sur un siège en plastique inconfortable, un sac à dos usé posé à ses pieds. Pas de costume impeccable, pas de cravate en soie, pas de garde du corps en costard sombre. Juste un hoodie gris, un jean délavé, et une casquette vissée sur la tête. À le voir comme ça, on aurait dit un étudiant ou un voyageur lambda, peut-être un jeune Africain rentrant chez lui après un séjour en Europe. Mais cet homme, mes amis, n'était pas n'importe qui. C'était Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Oui, vous avez bien entendu, le président en personne. Mais personne autour de lui ne le savait. Ibrahim Traoré, c'est pas le genre de leader qui aime les projecteurs braqués sur lui ou les tapis rouges déroulés à ses pieds. Non, lui, il voyage incognito, sans fanfare, sans cortège, sans rien qui crive « je suis important ». Pour lui, être proche de son peuple, c'est aussi vivre comme eux, se fondre dans la masse, rester ancré. Ce matin-là, il revenait d'une réunion diplomatique ultra sérieuse en Europe. Pendant des jours, il avait discuté avec des chefs d'État, des investisseurs et des experts sur des sujets brûlants, l'exploitation de l'or au Burkina, la souveraineté économique de l'Afrique, et l'avenir du continent face aux grandes puissances. Des trucs lourds, qui pèsent sur les épaules. Mais là, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui, à Ouagadougou, et retrouver la chaleur de son pays. Il se leva doucement, ajusta son sac sur son épaule, et marcha vers la file d'embarquement pour le vol Air France à destination de Ouaga. En chemin, il croisa un employé de l'aéroport, un gars en gilet fluo qui poussait un chariot. Ibrahim lui lança un « bonjour, ça va ?» avec un sourire sincère, presque fraternel. Le type lui rendit son sourire, un peu surpris par cette gentillesse matinale, mais sans se douter une seconde qu'il venait de discuter avec un président. C'est comme ça qu'Ibrahim aimait les choses, simples, humains, sans chichi. Il monta à bord de l'avion, salua l'équipage d'un signe de tête poli, et s'installa en classe affaires, siège 2A, près du hublot. Il aimait regarder par la fenêtre, voir le monde défiler sous ses yeux, réfléchir en silence. Autour de lui, personne ne faisait attention. Les autres passagers, des hommes d'affaires en costard, des familles avec des gamins excités, des touristes avec leurs guides de voyage vaquaient à leurs occupations. Pour eux, il était invisible, juste un mec parmi tant d'autres. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Mais à quelques rangées derrière, des murmures commençaient à bruisser. Un homme en costume 3 pièces, un Français d'une 50aine d'années, montait à bord avec une aura d'arrogance palpable. C'était le PDG d'une grosse boîte d'énergie, un type habitué au traitement VIP, champagne à gogo, siège en première classe, et des assistants qui courent derrière lui pour porter ses valises. Ce mec, on va l'appeler Monsieur Dupont pour l'instant, parce que son vrai nom, on s'en fiche un peu. Il était en route pour le Burkina Faso, où sa boîte avait des projets d'extraction juteux. Mais quand il était arrivé à la porte d'embarquement, on lui avait balancé une bombe. « Désolé, monsieur, la classe affaires est complète. » Complète ? Pour lui, c'était inconcevable. Il tapa du pied, ses joues rougissant sous l'effet de la colère contenue. « Je suis un partenaire stratégique pour l'Afrique » aboya-t-il à l'agent de la compagnie, sa voix tremblant d'indignation. Pour Dupont, ça voulait dire que les règles, c'était pour les autres, pas pour lui. Il exigea un surclassement immédiat, pointant son doigt manucuré sur la tablette de l'agent comme si ça allait magiquement libérer un siège. Les employés paniquèrent, cherchèrent des solutions, mais les faits étaient têtus, tous les sièges en classe affaires étaient pris. Dupont croisa les bras, tapant du pied encore plus fort, et c'est là que le drame a commencé à se dessiner, doucement, sournoisement, comme une tempête qui s'annonce par un vent léger. L'agent au sol, un jeune gars stressé avec une cravate mal nouée, appela du renfort. Quelques minutes plus tard, une femme apparut dans l'allée de l'avion. Elle était grande, mince, avec des cheveux blonds tirés en un chignon impeccable. Son uniforme Air France était nickel, et son badge indiquait le Claire Hôtesse Senior. Elle avait ce sourire forcé, un peu mécanique, qu'on voit chez les pros qui gèrent des crises tous les jours. Claire était habituée aux passagers capricieux, aux demandes absurdes, mais là, elle sentait que ça allait être un gros dossier. Elle monta à bord, son clipoir à la main, et balaya la cabine du regard comme un aigle qui cherche sa proie. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur un homme assis au 2A. Ibrahim Traoré était là, tranquille, en train de feuilleter un magazine qu'il avait trouvé dans la pochette devant lui. Il n'avait rien d'extraordinaire à première vue, pas de montre en or, pas de mallette en cuir, pas d'air supérieur. Juste un hoodie, un jean,
et une attitude détendue. Claire plissa les yeux. Pour elle, quelque chose clochait. Elle se pencha vers une collègue plus jeune, une hôtesse brune qui ajustait des coussins, et murmura, probablement une erreur de réservation. Puis, elle s'approcha d'Ibrahim, son sourire toujours vissé sur son visage, mais avec une pointe de fermeté dans la voix. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît » demanda-t-elle en français, tendant la main. Ibrahim leva les yeux, hocha la tête calmement, et lui tendit le bout de papier. Elle le prit, vérifia le numéro du siège 2A, tout était en ordre puis le regarda à nouveau, de haut en bas, comme si elle essayait de résoudre une équation compliquée. Le siège était bien le sien, mais dans sa tête, il n'avait pas le profil de quelqu'un qui voyage en classe affaires. Pas de signe de richesse, pas d'arrogance, juste rien. Elle revint 2 minutes plus tard, son sourire encore plus crispé. « Monsieur, je suis désolé, mais nous allons peut-être devoir vous déplacer pour accommoder un autre passager. Seriez-vous d'accord pour passer en classe économique ? On vous offrira une compensation, bien sûr. » C'était une insulte, subtile mais bien réelle. Ibrahim haussa un sourcil, sa voix douce mais ferme. « Et pourquoi moi » demanda-t-il, sans une once d'agressivité. Claire cligna des yeux, un peu déstabilisée. « Aucune raison particulière, monsieur » répondit-elle, son ton devenant légèrement plus sec. « Juste un ajustement pour un invité important. » Ibrahim pencha légèrement la tête. « Un invité plus important que moi » continua-t-il, toujours aussi calme, presque curieux. Claire ne répondit pas. Elle se contenta de sourire, un sourire qui disait « Ne me compliquez pas la vie ». Les autres passagers commencèrent à lever les yeux, sentant une tension monter dans l'air, mais personne n'osa piper mot. Ibrahim, lui, se rassit tranquillement et lâcha un simple « Non, je reste à mon siège ». Claire resta figée une seconde, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Non ». Ce mot, venant de lui, dans cette situation, la déconcertait complètement. Elle força un autre sourire, mais ses joues étaient tendues. « Monsieur, j'insiste, c'est pour des raisons opérationnelles, dit-elle, la voix plus froide cette fois. Mais Ibrahim ne bougea pas d'un pouce. Il la fixa dans les yeux, posément. « Si c'est opérationnel, expliquez-moi pourquoi on me cible moi, et pas un autre passager. » Claire ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait pas de réponse logique, et elle le savait. Autour d'eux, l'atmosphère devenait électrique. Un homme en costume baissa son journal, une femme en tailleur cessa de pianoter sur son ordinateur. Quelque chose n'allait pas, mais personne ne bronchait. À la porte d'embarquement, Dupont, le PDG, attendait toujours, entouré d'agents qui transpiraient sous la pression. Claire fit demi-tour, marcha rapidement vers le cockpit, et murmura quelque chose au capitaine à travers la porte entr'ouverte. Puis elle revint, l'air décidé, mais elle ne s'adressa plus à Ibrahim. À la place, elle s'approcha d'un autre passager noir en classe affaires, un jeune homme en chemise propre, peut-être un étudiant ou un businessman junior. « Monsieur, nous avons besoin de votre siège, dit-elle sans même le regarder dans les yeux. Le jeune homme fronça les sourcils. « Pourquoi moi » demanda-t-il, perplexe. Claire ignora la question et tendit la main pour prendre sa carte d'embarquement. C'est là qu'Ibrahim se leva, lentement, comme une vague qui monte. « Assez, dit-il, sa voix basse mais chargée d'une autorité naturelle. Vous choisissez vos cibles en fonction de leur peau, pas de leur billet. Ça s'appelle de la discrimination. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac silencieux. Claire se retourna, visiblement secouée. « Monsieur, je vais devoir vous demander de vous asseoir et de ne pas faire de scène, répondit-elle, essayant de reprendre le contrôle. Mais Ibrahim ne haussa pas le ton. Il la regarda, droit dans les yeux, avec une intensité qui la fit presque reculer. Pendant un instant, elle sentit quelque chose, une présence, une force, mais elle repoussa cette pensée. Pour elle, il restait un fauteur de trouble, rien de plus. Elle s'éloigna à grands pas, marmonnant quelque chose en français sous son souffle. Ces gens-là, toujours à compliquer les choses. Dupont fut enfin autorisé à monter à bord. Claire l'accueillit avec un sourire exagéré, lui tendant un verre de champagne comme s'il était un roi. « On règle le problème de siège, monsieur, dit-elle avec une déférence essayante. Pendant ce temps, Ibrahim se rassit, boucla sa ceinture, et posa ses mains sur les accoudoirs. Il n'avait pas besoin de crier ou de se défendre. Bientôt, tout le monde saurait qui il était, et ce moment deviendrait une légende. Dupont s'installa en classe affaires comme s'il venait de conquérir un trône. Il passa devant Ibrahim sans même un regard, son nez levé, son costume parfaitement repassé. Claire se plia en 4 pour lui, elle ajusta son siège, lui tendit une serviette chaude, et lui proposa un deuxième verre de champagne avant même que l'avion ne décolle. Le message était clair comme de l'eau de roche, cet homme comptait, les autres non. L'avion s'élança sur la piste, les moteurs rugissant alors qu'il quittait le sol français. À l'intérieur, tout semblait normal en surface. Les passagers se détendirent, les hôtesses passèrent avec leurs chariots, et le ronronnement des moteurs berçait l'ambiance. Mais sous cette façade, une tempête se préparait, invisible mais palpable. Ibrahim restait impassible. Il ne se plaignit pas, ne fit aucun scandale, ne demanda rien à personne. Il se contenta de regarder par le hublot, les yeux perdus dans les nuages, comme un homme qui sait que le vent tourne en sa faveur. Claire, elle,
évitait soigneusement de croiser son regard. Quelque chose chez lui la mettait mal à l'aise, mais elle ne savait pas quoi. Peut-être son calme, peut-être cette assurance qu'il dégageait sans effort. À mi-parcours, elle revint vers lui, son sourire plus faux que jamais. « Quelque chose à boire, monsieur ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « De l'eau, c'est bien » répondit-il simplement. Elle hocha la tête, fila chercher une bouteille, et la posa devant lui sans un mot de plus. Pas d'excuses, pas de chaleur, juste le strict minimum. De l'autre côté, Dupont était traité comme une star. Claire riait à ses blagues nulles, se penchait pour écouter ses histoires, et lui posait des questions sur ses projets stratégiques en Afrique. Il bomba le torse, ravi de l'attention. « Le Burkina Faso a de la chance de nous avoir, lança-t-il avec un sourire suffisant. On apporte de l'ordre dans leur chaos. » Claire acquiesça, buvant ses paroles, sans se douter que l'homme qu'il méprisait ouvertement était assis à 2 mètres de là. Dans la cabine, une femme africaine, une infirmière qui rentrait chez elle à Bobo-Dioulasso, observait tout ça en silence. Elle portait une robe colorée et un foulard assorti, et ses yeux brillaient d'une colère contenue. Elle se pencha vers son voisin, un vieil homme burkinabé en boubou, et murmura « C'est notre président. Ils ne savent même pas qui ils insultent. » Le vieux hocha la tête, les lèvres serrées, mais ils gardèrent le silence. Ibrahim ne semblait pas vouloir qu'on intervienne, et il respectait ça. Les heures défilèrent. Les lumières s'atténuèrent, les passagers s'endormirent, bercés par le vol. Mais Ibrahim, lui, restait éveillé. Il regardait les nuages défiler, réfléchissant peut-être à son pays, à son peuple, à ce moment qu'il savait imminent. À un moment, un passager français, un touriste bedonnant avec une chemise à fleurs, se leva pour aller aux toilettes et passa près de lui. « Vous devriez dormir, mon gars » lança-t-il avec un rire gras. Ibrahim lui sourit poliment. « Je préfère regarder le ciel » répondit-il. Le type haussa les épaules et continua son chemin, sans savoir qu'il venait de parler au leader d'une nation. Le vol touchait à sa fin. L'avion entama sa descente vers Ouagadougou, et les premières lueurs du soleil burkinabé caressaient l'horizon. Claire passa une dernière fois dans l'allée, son clipoir à la main, toujours aussi obséquieuse avec Dupont et froide avec Ibrahim. Mais dehors, sur le tarmac, quelque chose se préparait. Quelque chose de grand. L'avion glissa doucement vers la piste de l'aéroport de Ouagadougou. Les lumières de la cabine clignotèrent, et le capitaine annonça l'atterrissage en français et en anglais. « Nous arrivons à destination, température extérieure 32 degrés, merci d'avoir voyagé avec Air France. » Les passagers s'étirèrent, attachèrent leurs ceintures, et commencèrent à rassembler leurs affaires. Claire parcourait l'allée avec son sourire de façade, s'assurant que Dupont ait tout ce qu'il voulait avant même de quitter son siège. Dehors, le spectacle était à couper le souffle, le soleil doré illuminait la terre rouge, les bâtiments modestes de la ville scintillaient au loin, et une brise chaude balayait le tarmac. Mais ce que personne dans l'avion ne voyait encore, c'était le comité d'accueil qui se formait. Des SUV noirs rutilants s'alignaient près de la piste, suivis de véhicules militaires bardés de soldats en uniforme. Une escorte présidentielle prenait place, méthodique, imposante. Des gardes d'élite, des officiers en béret, et même des officiels en costume sombre attendaient, immobiles sous la chaleur écrasante. À l'intérieur, les murmures commencèrent. « Je vois des soldats dehors » chuchota un passager américain, l'air inquiet. « On atterrit dans une guerre ou quoi ?» Un autre, un burkinabé en costume traditionnel, répondit calmement « Non, c'est le protocole. Quelqu'un d'important arrive. » Dupont ricana, se levant déjà de son siège. « Ça doit être pour moi » lança-t-il à Claire avec un clin d'œil. « Je vous l'avais dit, je suis une grosse pointure ici. » Claire gloussa, flattée, et se prépara à l'escorter hors de l'avion en priorité, comme une star. Mais à peine l'avion s'était-il immobilisé que l'ambiance bascula. Par les hublots, les passagers aperçurent les gardes présidentiels, alignés comme une muraille humaine, leurs armes brillant sous le soleil. Derrière eux, des visages familiers au burkinabé, le ministre de la Défense, un colosse en uniforme kaki, le ministre des Affaires étrangères, en costume gris impeccablement taillé, et le chef de la sécurité nationale, un homme au regard perçant qui semblait tout contrôler d'un simple coup d'œil. Ils étaient là, stoïques, attendant quelqu'un. Claire jeta un œil par la fenêtre et lâcha un petit bot, de surprise. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-elle, son sourire s'effaçant pour la première fois. Dupont, lui, lissa son costume avec assurance. « Évidemment, c'est pour moi » répéta-t-il, bombant le torse. Mais avant que quiconque puisse descendre, un officier monta à bord. Il était immense, vêtu d'un uniforme noir impeccable, un béret incliné sur la tête. Ses bottes claquaient sur le sol alors qu'il avançait dans l'allée, scrutant chaque passager avec une intensité froide. Il s'arrêta net devant le siège de A. Puis, dans un geste précis, il porta sa main à son front en un salut militaire parfait. « Monsieur le Président, bienvenue chez vous » dit-il d'une voix grave. Le silence envahit la cabine. Un silence si lourd qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Claire blêmit, ses yeux écarquillés passant de l'officier à Ibrahim. Ses mains se mirent à trembler, et son clipoir glissa légèrement entre ses doigts. Ibrahim Traoré se leva lentement, avec une dignité naturelle, sans un mot. Dupont recula d'un pas, la bouche entr'ouverte. « Président, bégaya-t-il,
son arrogance s'effritant comme du sable sec. Ibrahim se tourna vers lui et lui adressa un simple hochement de tête, sans colère, sans triomphe, juste une présence qui imposait le respect. Un deuxième officier entra, plus jeune, mais tout aussi sérieux. « Nous avons des instructions, annonça-t-il en fixant Claire et Dupont. Vous deux, vous venez avec nous. Maintenant. » Claire cligna des yeux, abasourdie. « Attendez, quoi ? Pourquoi moi ?» balbutia-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Vous êtes détenu pour interrogatoire, répondit l'officier sans émotion. Vous avez manqué de respect au chef de l'État sur le sol burkinabé. C'est une infraction grave. » Claire éclata d'un rire nerveux, cherchant du soutien autour d'elle. « Non, non, c'est une erreur. Je faisais juste mon travail. » Mais personne ne la regardait avec sympathie. Les passagers, incrédules, fixaient la scène, certains murmurant entre eux. Ibrahim, lui, descendit de l'avion sans un regard en arrière. À l'extérieur, il fut accueilli par ses ministres, ses gardes, et une foule qui scandait son nom au loin. Les caméras cliquetaient, les flashs illuminaient son visage. Le président était rentré, et cette fois, tout le monde savait qui il était. Dans l'avion, Claire et Dupont furent menottés sous les regards médusés des autres passagers. Elle trébucha légèrement en descendant les marches, ses talons claquant maladroitement sur le métal. Dupont, lui, gardait la tête baissée, son costume froissé, son ego en miettes. Et ce n'était que le début. Le tarmac vibrait sous la chaleur du soleil burkinabé. La température grimpait déjà à 35 degrés, et l'air était sec, presque étouffant. Claire et Dupont furent escortés à travers cette fournaise, encadrés par des gardes présidentiels aux visages impassibles. Leurs menottes cliquetaient doucement, un son métallique qui contrastait avec le brouhaha de la foule au loin. Claire, les joues rouges et les yeux brillants de larmes contenues, lançait des regards désespérés autour d'elle. Dupont, lui, marchait raide, comme un automate, son assurance envolée. Ils furent poussés dans deux SUV noirs aux vitres teintées. Et les portières claquèrent avec une finalité brutale. À l'intérieur du terminal, Ibrahim Traoré faisait face à une poignée de journalistes locaux. Pas de grands discours préparés, pas de notes sur un pupitre. Il parlait simplement, les mains dans les poches, mais chaque mot portait une force tranquille. Au Burkina Faso, nous ne jugeons pas un homme à son apparence ou à son argent, dit-il, ses yeux sombres fixant les caméras. Nous ne plions pas l'échine devant les vieilles habitudes coloniales. Ici, c'est la dignité qui compte, l'humanité, notre peuple. C'est ça, la nouvelle Afrique. Les reporters scribouillaient frénétiquement, les micros captaient chaque syllabe. Ce n'était pas juste une déclaration, c'était un manifeste. Pendant ce temps, l'histoire explosait déjà hors des murs de l'aéroport. Un passager avait filmé l'arrestation avec son téléphone, un autre avait pris des photos des gardes saluant Ibrahim. Les images se répandirent sur WhatsApp, Twitter, TikTok, comme une traînée de poudre. Les hashtags Respect Africa et Burkina Power grimpaient en flèche. Des jeunes à Lagos, Dakar, et même Johannesburg partageaient les vidéos, ajoutant des commentaires enflammés, c'est ça qu'on veut voir. L'Afrique se lève. En quelques heures, le monde entier parlait de ce vol Air France qui avait tourné au fiasco. Au ministère de la Justice, Claire et Dupont furent conduits dans des salles séparées. Claire, assise sur une chaise en métal inconfortable, fondit en larmes dès que l'interrogatoire commença. Je ne savais pas qui il était, sanglota-t-elle, ses mains tremblantes serrant un mouchoir froissé. Je suivais juste les ordres, je voulais faire de la place pour un client important. L'enquêteur, un homme mince avec des lunettes rondes, la fixa sans ciller. Vous n'aviez pas besoin de savoir qui il était, répondit-il froidement. Vous aviez juste à le traiter comme un être humain. Au lieu de ça, vous avez choisi la discrimination. Dupont, dans une autre pièce, tentait une approche différente. Écoutez, je suis un homme d'affaires influent, dit-il en croisant les bras, essayant de retrouver un semblant de contrôle. Ma compagnie emploie des centaines de Burkinabés. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. L'officier en face de lui, un colosse en uniforme, esquissa un sourire narquois. Ici, monsieur, votre argent ne vous donne pas de passe-droit. Vous avez insulté notre président devant témoins. Vous allez répondre de vos actes. Les charges tombèrent rapidement, insulte publique au chef de l'État, discrimination, abus de pouvoir, et tentative d'intimidation. L'ambassade française entra en jeu, bien sûr. Des diplomates en costume sombre débarquèrent à Ouagadougou, plaidant pour une solution amiable. Ils passèrent des coups de fil, envoyèrent des courriers officiels, invoquant des relations bilatérales. Mais Ibrahim Traoré trancha net lors d'une réunion avec ses conseillers, ce n'est pas une colonie, c'est une nation souveraine. Ils affronteront la justice, point final. Air France, de son côté, tenta de limiter la casse. Moins de 24 heures après l'atterrissage, la compagnie publia un communiqué sur Twitter, nous regrettons profondément cet incident et présentons nos excuses aux parties concernées. Une enquête interne est en cours. Mais c'était trop tard. Les Burkinabés lancèrent un appel au boycott, brûlant symboliquement des billets d'Air France devant le siège local de la compagnie. D'autres pays africains en Mali, Niger, Ghana se joignirent au mouvement, dénonçant des années de mépris silencieux. Claire passa sa première nuit dans un centre de détention à la périphérie de la ville. La cellule était simple, un lit en métal,
une couverture fine, et une petite fenêtre donnant sur un mur de béton. Elle pleura jusqu'à l'aube, réalisant que sa carrière était probablement finie. Dupont, lui, fut transféré dans une prison plus sécurisée, où il passa des heures à essayer de contacter ses avocats en France. Mais le verdict du tribunal burkinabé fut clair, pas d'immunité, pas de traitement spécial. La justice serait égale pour tous. Les jours suivants, l'histoire prit une ampleur mondiale. Les chaînes d'infos internationales BBC, CNN, Al Jazeera diffusèrent des reportages sur l'incident Traoré. Des éditorialistes débattaient, certains criaient au scandale diplomatique, d'autres saluaient le courage d'un président qui défendait sa dignité. À Ouagadougou, les rues vibraient d'une fierté nouvelle. Des jeunes peignirent des fresques murales montrant Ibrahim Aoudi, un poing levé, avec des slogans comme « L'Afrique ne s'incline plus ». Claire fut libérée après une semaine, sous la pression diplomatique, mais avec une interdiction de remettre les pieds au Burkina Faso. Elle rentra en France, brisée, évitant les caméras qui l'attendaient à Roissy. Dupont, lui, resta plus longtemps. Sa compagnie tenta de le désavouer publiquement, mais le mal était fait. Il fut condamné à une amende colossale et à 6 mois de prison avec sursis, une humiliation publique qui ruina sa réputation. Ibrahim Traoré, lui, ne s'attarda pas sur l'incident. Il retourna à son bureau au palais présidentiel, où il passa ses journées à travailler sur des projets concrets, des routes pour les villages, des écoles pour les enfants, une armée plus forte pour protéger la nation. Mais cette histoire devint une légende, transmise de bouche en oreille, puis immortalisée dans des chansons, des poèmes, et même une pièce de théâtre jouée à Ouaga. Et voilà, les amis. Quelle histoire, hein? On a vu un président humble qui voyage comme vous et moi, une hôtesse aveuglée par ses préjugés, un PDG qui pensait que l'argent achète tout, et un atterrissage qui a tout renversé. Ce que ça nous apprend, c'est simple mais puissant, le respect, c'est pas une question de look ou de statut, c'est une question d'humanité. Ibrahim Traoré a montré au monde qu'on peut être discret et forte à la fois, et que la justice, la vraie, finit toujours par triompher. Si vous avez kiffé cette histoire, faites-moi plaisir, mettez un gros pouce bleu, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et partagez cette vidéo avec vos potes. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire de ouf. Peace.